Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Artiste du Jour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir exclusive interview avec Didier Botton. Il est illustrateur, designer, coloriste et écriveur. Monsieur Botton, bienvenue à l'Artiste du Jour. Bonsoir Sarah, merci de m'avoir invité à ton émission. Je suis illustrateur, auteur de BD depuis pas mal d'années. J'ai également enseigné les arts appliqués, option design, et aussi l'histoire de l'art. Et j'habite depuis longtemps aussi en Bourgogne. Monsieur Botton, les dessins, c'est votre passion. Comment vous avez trouvé votre vocation? Je me souviens également que dans ma scolarité, quand j'étais collégien, même lycéen, même étudiant, je dessinais beaucoup. C'est vrai que mes cahiers et mes cours étaient souvent illustrés et plein de petits croquis ou de petits dessins qui venaient agrémenter comme ça les cours. Alors des fois ça plaisait, des fois ça plaisait pas aux enseignants. Mais j'ai toujours effectivement dessiné comme ça. Les premiers dessins, c'était au lycée où je me souviens, cours de français, on avait travaillé sur Balzac et j'avais illustré tous les personnages de Balzac en petites cartes postales qu'on m'avait imprimées à l'époque en offset déjà, sur des cartes type carte postale et en noir et blanc. Et je me souviens, on avait vendu ça au lycée dans l'espoir de pouvoir financer soit un voyage scolaire, quelque chose comme ça. Dans mes souvenirs, ça s'est pas fait. Et puis ensuite, il y a eu le dessin. J'ai commencé à dessiner aussi dans la presse locale, donc du dessin de presse, des affiches, ce genre de choses. Là, j'étais jeune, hein, j'étais au lycée encore. Hein, au lycée. Et puis quand je suis arrivé à l'université, j'ai travaillé j'ai commencé en fait à pouvoir me payer des petites sorties, des voyages dans les salons de BD, où j'ai essayé d'aller rencontrer aussi et voir des auteurs. Donc mon premier Angoulême, c'était en 79. Et là, j'ai rencontré différentes personnes, hein, d'autres dessinateurs, des gens qui gravitaient dans le milieu de la bande dessinée. Je fais vite, hein, je résume. Et en 86, entre-temps, j'avais publié dans un fanzine qui s'appelait À l'aise, avec un copain qui fait de la BD aussi, lui toujours, hein, avec qui on a travaillé récemment. On en reparlera peut-être, on évoquera ça, je pense. On avait été invité à Angoulême au Salon Off. Le Salon Off, je ne sais pas parce que je ne suis pas retourné à Angoulême. Je ne sais pas s'il existe toujours. Mais à l'époque, on sélectionnait des dessinateurs et les éditeurs venaient voir un petit peu cette expo. Et ça permettait à des jeunes auteurs de se faire repérer. Et là, donc le copain et moi, c'était le cas. Et on a pu commencer à dessiner aux éditions Vent d'Ouest à Paris. Et ça, c'était en 80. Le Salon Off, c'était en 86 et en 87, donc on a commencé à dessiner chez Vent d'Ouest. Et puis après, ça s'est un petit peu enchaîné. Donc voilà un petit peu. Et après, il y a eu différents parcours. Entre-temps, la BD, il est difficile d'en vivre aussi. Forcément, les droits d'auteur, hein, c'est pas quelque chose qui permet forcément d'envisager un avenir, surtout s'il y a des enfants, etc. Donc là, moi, il était prévu qu'il y en ait. Et donc, j'ai passé le concours de l'éducation nationale, donc en art appliqué, ce que je disais en introduction, en art appliqué et option design. Donc, pendant quelques années, je combinais les deux. Ce qui m'a amené aussi à toucher à la pub, à la communication, à la publicité, avec un ami avec qui je travaillais en Bourgogne, mais aussi on avait des contrats ou des activités hors Bourgogne. Ça pouvait dépasser ce cadre-là.
Donc voilà, en résumé, j'ai toujours dessiné depuis tout gamin jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc effectivement, je ne sais pas si on peut parler de vocation, mais en tout cas, c'est une nécessité. Hein. J'ai arrêté pendant 4 5 ans. J'ai pas du tout. Enfin, si, je dessinais, mais pour moi, je faisais des petits croquis, des petites choses comme ça. Mais je ne dessinais plus, en tout cas, pour que ça soit vu ou publié. Et je crois que quand on dessine, quand même, on aime bien euh, que ce soit publié. Enfin, dessiner pour soi, c'est bien, mais aussi dessiner pour les autres, pour montrer, et puis que d'autres aussi voient ce qu'on fait, et puis prennent du plaisir éventuellement, et qu'il y a des retours. Et donc, je suis revenu à la BD. J'avais arrêté la pub, j'ai arrêté la pub et tout ça. Je suis revenu à la BD en 2011. Ouais, en 2011, je me suis dit, je vais revenir à la bande dessinée. Euh, et voilà, c'est reparti depuis 2011. Et entre-temps, j'ai arrêté l'enseignement hein, depuis en 2022. Et donc là, maintenant, je ne fais plus que de l'illustration et de la BD. Vous avez créé des nombres design. D'où vient votre inspiration? Alors, pour mon inspiration, euh, ça dépend des moments. Quand j'ai démarré chez Vendôme, c'était plutôt une inspiration, on va dire, humoristique. Je faisais beaucoup de dessins humoristiques, type caricatural, avec des personnages avec des gros nez, et c'était plutôt de l'humour. Hein, c'était plutôt de l'humour. Depuis que je suis revenu à la BD, là, depuis 2011, euh, c'est plutôt des thématiques qui tournent autour de beaucoup de l'art. Euh, Là, j'ai fait quelques albums ouais, qui tournent autour de l'art, de l'histoire de l'art, d'artistes. Euh, et j'essaye de faire des histoires. Alors, des fois, je les écris, mais pas toujours. Enfin, j'ai travaillé aussi avec d'autres personnes à partir de livres ou d'écrits d'autres auteurs, d'autres historiens. Et, mais j'essaye un petit peu de romancer la chose. Hein, j'aime pas trop faire des bios très linéaires, date de naissance, machin, truc, jusqu'à la mort ou au décès du personnage que l'on aborde à travers l'album. J'aime bien introduire une partie romancée ou un petit peu de fiction, mais tout en gardant toujours quand même le contexte historique et avec des anecdotes qui sont historiquement vraies, ou en tout cas que j'ai repérées soit dans des ouvrages, des catalogues d'expos, ou des choses, on va dire, écrites et faites par des gens compétents. Et donc, voilà un petit peu mes sources d'inspiration et comme je travaille actuellement. La bande dessinée fait partie de la culture française. Qu'est-ce que c'est la différence entre les bandes dessinées, les comics américains et les mangas japonais? La BD fait partie, oui, effectivement, de la culture française, mais pas que. La Belgique aussi a une grosse part dans la création de bandes dessinées, en tout cas au XXe siècle. Et c'est vrai que par rapport à cette question-là que tu me poses, c'est vrai que quand j'ai fait des études d'histoire de l'art, donc, à l'université de Dijon, et à l'époque, donc j'avais proposé de faire mon mémoire de maîtrise universitaire consacré à la bande dessinée. Bon, au début, les enseignants, les profs à l'époque, m'ont regardé un petit peu avec des yeux interrogateurs. Et finalement, j'ai pu faire ce travail et je l'ai fait sur André Franquin. Et donc j'avais choisi de travailler sur André Franquin parce que je me disais il y avait moyen aussi de le rencontrer. Ah, ça, c'était quand j'ai pris cette décision, c'était en 83. Et 83, c'est l'année aussi où décède Hergé. Et moi, je voulais travailler sur un auteur, mais pouvoir le rencontrer, parce que j'allais, dans mon travail d'investigation, évoquer des choses ou suggérer des choses, et je voulais pouvoir en parler avec l'auteur concerné.
ce qui a été le cas avec Franquin, puisque j'ai pu le contacter avant de faire ça, et pour voir s'il était d'accord avec ce que j'écrivais, ou ce que je pouvais dire. Donc avec Hergé, c'était plus possible. Donc le travail sur Franquin a été accepté par mes directeurs de mémoire. Et donc, c'était une expérience riche, intéressante. Donc je l'avais rencontré à Angoulême pour lui parler de ça en 83. Ensuite, il avait été d'accord pour que je le rencontre chez lui. Donc j'ai pu aller chez lui, discuter. J'ai fait un entretien avec lui. J'ai écouté aussi et regardé ce qu'il disait. Parce que on apprend, hein, pas forcément en faisant des cours, mais en écoutant et en regardant d'autres dessinateurs. Et donc ça a été très, très, très instructif de faire ça. Et aussi de découvrir que la BD, effectivement, ça fait partie de la culture française, mais belge, et un peu franco-belge, on va dire, hein, pour une partie de cette bande dessinée-là. En tout cas, jusque dans les années 60-70. Après, bon, il y a eu une BD française un peu moins destinée aux enfants. C'est vrai que Franquin, c'était du Puy, même l'école de Bruxelles avec Hergé, c'était quand même destiné, des choses destinées aux enfants. Entre le journal Tintin et Spirou. La BD française, après, on a beaucoup plus de choses à destination des adultes. Mais effectivement, oui, ça a pris de la place. Et c'est vrai que quand j'ai proposé de faire mon mémoire, on parlait à l'époque du 9e art. Hein. C'était assez récent quand même. Parce que la BD était le 9e art. Et en 83, Angoulême, on a créé le musée de la BD à Angoulême. Bon, il y a celui aussi à Bruxelles. Et donc, mon idée, c'était de mettre en application ce qu'on pouvait, en termes de méthodologie, histoire de l'art, mettre en application autour de la peinture, ou de la sculpture, ou de l'architecture, de voir si ça fonctionnait et si on pouvait aussi, puisque la BD était considérée comme un 9e art, si ça pouvait fonctionner aussi avec la BD. Donc oui, la BD fait partie de la culture, puisqu'elle est rentrée à l'université. Alors en histoire de l'art, c'était le premier travail fait en histoire de l'art sur la BD, mais il y avait d'autres mémoires ou thèses qui avaient été réalisées, en lettres, en psychologie, je crois, en sociologie, il y avait dû y avoir des choses déjà, mais pas en histoire de l'art. Alors, par rapport à tout ce que je viens de dire là, voilà, par exemple ça. Ça, c'était chez Vent d'Ouest. Hein. Je parlais tout à l'heure du salon d'Angoulême. Donc après ce salon, j'avais participé entre autres à toute une collection comme ça. Il y avait les signes du zodiaque, les signes astrales. Il y avait toute une série qui s'appelait Cadeau Rire. Ça, c'en est un. Tennis en folie. Il y avait des tas de thématiques. Et donc c'était des petits livres. Les couvertures étaient faites par Solé à l'époque. Et donc j'ai participé à toutes ces collections. Ça représentait à peu près, j'ai participé à 18 titres comme ça. Hein, donc ça c'était chez Vent d'Ouest. Il y avait ce genre de choses, quand je disais de l'humour par exemple. Hein, il y a eu cet album qui était un collectif sur un pastiche d'Astérix. Donc ça aussi c'était chez Vent d'Ouest. Hein. Donc quelque chose d'humoristique. Hein. Donc c'était plutôt dans cette veine-là. Là, on est dans les années 87-88. Et puis, donc, quand je suis revenu à la BD, les sources d'inspiration dont tu me parlais, celui avec lequel je suis revenu en 2011, c'était cet album en noir et blanc, qui a été réalisé avec Le Naour, Jean-Yves Le Naour, un historien, et aux éditions Romodus. Et donc Jean-Yves Le Naour avait écrit un bouquin, un gros bouquin. Il s'était documenté pendant plusieurs mois, même années, je crois 2 ans. Il avait sorti un bouquin documenté sur le vol de la Joconde. Et donc on l'a adapté en bande dessinée noir et blanc. Donc de manière humoristique. Il est rigolo cet album. En revanche, toutes les anecdotes ou tout ce qui fait partie du récit est exact d'un point de vue historique. Et donc il y a eu cet album qui est
qui avait été rigolo à faire. D'autres aussi, si je parlais toujours dans l'art, alors ça c'est un album noir et blanc toujours. Donc là j'ai tout fait, le scénario, dessin, il n'y a pas de couleur, il est en noir et blanc aussi. Donc c'est un polar qui présente en fait une collection qui se trouve à Vézelay. Donc c'est un village, un très beau village en Bourgogne, où il y a un musée, il y avait une donation, un legs d'un monsieur Zervos, qui était collectionneur d'art pendant la guerre. Et il y a de nombreux artistes qui sont venus séjourner dans sa maison qui était face à Vézelay, sur le versant opposé, et qui s'appelait La Boulotte. Et donc j'ai écrit cette histoire, puisqu'il y a Picasso, il y a des écrivains, des poètes qui sont venus chez lui pendant la guerre, qui sont venus séjourner. Et donc j'ai écrit un polar, mais qui s'appuie sur ces moments historiques et au niveau de l'histoire de l'art véridique. Mais il y a une partie totalement de fiction. C'est en gros, dans mes BD, il y a deux lectures. Il y a celle qu'on lit comme ça avec la fiction et par plaisir, mais derrière, il y aura une deuxième lecture avec des choses d'un point de vue historique et histoire de l'art qui sont justifiées. Celui-ci aussi, alors je te mets un catalogue d'albums, hein, mais bon, c'est peut-être plus parlant que de parler. Ça, c'est un autre album que j'avais réalisé, alors celui-ci en couleur, pareil, j'ai fait scénario, dessin, couleur. Et là, c'est un album Zurianis, qui se passe aujourd'hui, l'histoire se passe aujourd'hui. En revanche, ça fait référence au dadaïsme. J'avais eu l'idée de faire cette histoire après l'anniversaire de la Première Guerre mondiale, 14-18, où on parlait surtout des événements humains, etc. On ne parlait pas du tout des conséquences artistiques qu'il y avait pu y avoir dans le cadre de la Première Guerre. Et donc, j'ai fait cet album où on découvre on découvre, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais le mouvement Dada, hein, qui est né en 1916 à Zurich, d'où le nom de l'album, Zurianis. C'est la contraction de Zurich et de Hanovre, puisque je parle aussi d'un artiste là-dedans, un artiste allemand, qui s'appelle Kurt Schwitters, qui a fait partie de Dada, pas très longtemps, mais qui a fait partie de la branche peu à Berlin, mais qui l'a quitté très vite, mais qui a apporté beaucoup de choses dans l'art contemporain, en tout cas du début du XXe, le Merzbau, etc. Et donc il y a encore une fois une documentation historique, histoire de l'art, mais qui s'appuie, enfin, en tout cas qui est présentée dans une fiction totale, hein, puisque le personnage qui est Phil Cargo, il est dans le coma en fait pendant tout l'album. Donc lui en fait il est dans le coma, il y a une histoire qui se passe, un album, mais lui il est complètement out. C'est à travers lui qu'on découvre le récit. Et puis enfin, d'autres albums historiques, il y a celui-ci. Donc je parlais tout à l'heure d'un copain avec qui on avait fait le salon off à Angoulême, Eric Ruxtul, et il a piloté cette collection chez Petit à Petit, qui est basé à Rouen, en Normandie. Ils ont sorti toute une collection sur les villes de France, et Bruxelles aussi, en Belgique. Et donc là, il y a eu 2 albums de sortie sur Dijon, 2 tomes. Donc là, c'est le tome 2. Donc il reprend les événements, ces 2 albums reprennent les événements les plus importants de Dijon. Et donc on a dessiné là-dedans sur ces 2 albums. Donc toujours historique, hein. Il y a quand même ce point commun. Et puis en illustration, pardon, il y a eu ce bouquin Objectif Duc, avec la couverture qui reprend, qui fait référence à Hergé, bien sûr, parce que la Bourgogne et la Belgique ou les Flandres, il y a quand même, on est, comment on dirait, des cousins. Et donc il raconte le Dijon au 15e et la Bourgogne avec les Flandres et l'art flamand. Et puis un bouquin aussi, parce que c'est important quand même de bien manger, à table, où là il y a des illustrations également, où il y a toute la manière de ce qu'on mangeait, la manière de manger. Donc là aussi c'est en Bourgogne.
Et puis des choses aussi, ça c'est pas un bouquin, c'est un catalogue, aux archives départementales de Dijon, où il y a une expo BD, où ils ont associé des planches, donc de mes planches avec celles du copain, donc, avec qui on a fait les albums là, sur Dijon. Et donc les archives ont sorti des documents, des vieux documents qui remontent du Moyen-Âge, du 15e, jusqu'à une époque récente, qu'ils ont mis en regard avec les planches BD pour venir appuyer la documentation et le côté aussi, on va dire, sérieux de la bande dessinée. Quelles compétences est nécessaire pour être un bon illustrateur? Alors pour être un bon illustrateur, je sais pas, enfin, difficile de donner des conseils ou déjà moi je ne sais pas si je suis vraiment un bon illustrateur. Bon, je publie, etc. Mais en tout cas, je crois qu'il faut regarder, écouter. Hein, comme je disais aussi au début de l'entretien, moi j'ai beaucoup appris parce que j'ai pas fait d'école de dessin. Hein, je suis totalement autodidacte par rapport à ça. Moi, les études que j'ai faites, c'est l'histoire de l'art. Et donc le dessin, j'ai dessiné depuis tout petit, tout seul, je veux dire. Mais j'ai beaucoup regardé, observé et écouté. Hein, donc petit, je regardais, je me posais ce genre de questions. Tarzan qui est perché sur une branche d'arbre, dans ces fameux comics, on a vraiment l'impression que sa jambe, elle est pliée, quoi. Donc on a presque envie de passer la main derrière. Et donc en regardant comment ça a été dessiné pour que cet effet-là soit perçu par la personne qui regarde, quoi. Et donc il faut observer, se poser des questions, dire, bah ouais, on a vraiment l'impression de, donc graphiquement, qu'est-ce qui se passe sur la page pour qu'on ait cette impression-là. C'est comme ça que je me suis mis à la perspective tout seul, très jeune aussi, hein, à faire de la perspective, parce que bah, je regardais comment l'image était construite, et puis je me suis rendu compte ben, qu'il y avait des espèces de lignes ou de points qui correspondaient à des choses. Et donc je crois qu'il faut être observateur, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis après, le reste, ben, ça vient, hein, c'est un travail d'écriture graphique. Mais au départ, il faut qu'il y ait cette observation, je pense. Et peut-être aussi, donc, je parlais de la perspective, je pense que c'est plus facile aussi si on a cette vision, pas uniquement en 2D à plat, même si on dessine, qu'on est sur une feuille de papier, mais cette peut-être faculté à voir dans la profondeur, à voir les plans se projeter dans l'espace de la feuille, qui, encore une fois, elle pourtant est plate. Où on peut acheter votre livre? Alors, où on peut trouver mes livres? Alors, pour certains, ça va être compliqué, parce que, par exemple, celui que je montrais tout à l'heure sur le vol de la Joconde, celui-ci, la maison d'édition, je ne sais pas si elle existe encore. Donc celui-ci, malheureusement, il est collector maintenant, on va dire. Il est introuvable. Ou alors peut-être sur Amazon. En revanche, les bouquins sur Dijon, celui-ci là, celui que je montrais tout à l'heure, ça par exemple, on peut le trouver partout. En librairie, alors en Bourgogne surtout, mais même dans n'importe quelle librairie de France, si on veut le bouquin, les BD sur Dijon, n'importe qui peut les commander. Hein. Petit à petit, c'est comme une boîte. En plus, c'est distribué par Hachette, donc ça se trouve partout, ça. Les bouquins, Objectif Duc, ce que je montrais, ça aussi, on peut le trouver en librairie, n'importe quelle librairie, enfin en Bourgogne quand même, parce que c'est un sujet bourguignon, comme celui-ci, celui qui vient de sortir là, donc aux éditions Lire à l'Est. Il sera partout en librairie, encore une fois en Bourgogne, mais ils ont un site Lire à l'Est, il suffit d'aller sur les sites des éditeurs concernés et on peut les acheter en ligne, ou je ne sais pas si on peut les envoyer par la poste, mais bah si sûrement, mais on peut les acheter en ligne sur les sites des maisons d'édition. Donc c'est vrai que maintenant ça passe beaucoup par la librairie, mais aussi beaucoup par Internet.
Quel était votre livre préféré quand vous étiez enfant? Alors mon livre préféré quand j'étais enfant, difficile. Si ce que je peux te dire, c'est que les premières BD, je les ai lues assez tard quand même. À part les comics dont je parlais tout au début de l'entretien, les comics américains que je récupérais à gauche à droite, de Tarzan, Zembla ou les Sherlock. Mais les albums de la culture BDiste européenne, vraiment l'album, bon, je devais avoir 14 ans quand j'ai eu mes premiers albums qu'on m'a offerts. Et alors ça, je m'en souviens très bien. C'était Astérix chez les Bretons et Tintin, le Lotus Bleu, Hergé. C'est les deux premiers albums. Alors j'ai eu de la chance parce que c'est pas les plus mauvais, aussi bien pour aussi Uderzo que pour Hergé. Sinon, il y a les livres, mais aussi des choses qui... Parce que la BD, c'est des petites images, ça bouge pas, c'est fixe. Mais dans le découpage, c'est quand même... quand on conçoit la BD, on fait un storyboard un petit peu comme au cinéma. En tout cas, moi, quand je dessinais petit, tout comme je créais mes histoires un peu comme un film, même si ça restait figé sur le papier. Donc il y avait aussi les films, moi je me souviens avoir vu gamin, enfin jeune, je ne sais plus quel âge j'avais, hein. Par exemple le Pinocchio de Comencini. C'est un truc, ça m'avait fasciné. J'étais complètement happé par ça. Et en même temps, ça faisait un peu peur, c'était inquiétant comme les images, la musique. Et je l'ai revu récemment, là, il est passé sur Arte TV il n'y a pas très longtemps. Et la fille de Comencini aussi, je suis allé voir au cinéma, elle a sorti un film sur son père. Et il y a pas mal d'extraits avec la musique, le générique qui est assez... enfin, on l'a en tête souvent, enfin ça revient facilement en tête. Euh, donc c'est ces choses-là ouais, qui étaient assez inquiétantes, pas effrayantes, mais inquiétantes. Et en même temps qui emportaient dans une histoire complètement féerique. Avez-vous d'autres projets prévenus pour l'avenir? Alors oui, il y a des projets à venir. Donc il y a ce petit livre, là, ce petit ouvrage sur Franquin, donc là, qui ne sera pas dessiné, hein, c'est un bouquin rédigé, du texte. Et là, ben, il y en a un qui est tout chaud, donc c'est plus à venir, il est là, mais c'est un bébé tout neuf, il est sorti hier. Donc il sort de chez l'imprimeur. Et donc c'est à nouveau un bouquin toujours sur les ducs. Hein, donc un bel ouvrage d'ailleurs, quand on l'a découvert, parce qu'on a plusieurs contributeurs dans cet ouvrage et auteurs. Enfin, moi j'ai réalisé tous les dessins. Donc d'ailleurs ils m'ont appelé imagier, comme au Moyen-Âge, l'imagier des ducs. Mais bon, c'est des choses qui ont été rédigées à l'intérieur beaucoup par des historiens ou des archivistes. Donc ça s'appuie beaucoup sur des documents d'archives. Et ouais, c'est un bel ouvrage, un beau bouquin. Donc il y a énormément de dessins. Là, j'ai dû réaliser, je sais pas, je vais pas compter, hein, mais il doit y avoir entre 90 et 100 illustrations dedans, avec des grandes illustrations. Donc ça aborde en fait les ducs de Bourgogne au XVe siècle, avec des aspects méconnus, hein, la mode par exemple, hein, ce grand dessin là qui fait double page, qui en fait met en évidence en Bourgogne la mode s'est développée au XVe, hein, avec des règles de couleurs, de formes, les coiffes, les chapeaux par exemple, les gants. Philippe Le Hardy était un dingue de chapeaux, il avait une collection de chapeaux, de gants aussi. Donc il y a des aspects comme il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que la moutarde, et il y a plein d'autres choses dans la Bourgogne pardon, du XVe siècle. Donc c'est cet ouvrage qui va être en librairie là d'ici, là il sort de la chaîne imprimeur, donc il sera en librairie d'ici 2 semaines, 10-15 jours. Donc ça c'est du tout neuf, du tout chaud. Et puis j'ai une BD là en préparation, historique toujours, hein, qui va s'appuyer sur le travail encore d'un historien. Mais je vais l'adapter, romancer, pour l'adapter en bande dessinée, sur un jeune résistant FTP pendant la Seconde Guerre qui était footballeur.
Et c'est un espoir du football donc français. Il était émigré italien en région parisienne. Il a joué au Red Star. Et donc ce jeune, il s'appelait Rino de la Negra. Et donc c'est Jean Vigreux, l'historien, qui a sorti un bouquin euh, avec, je suis en train de chercher son nom, un autre historien. Enfin bref, ils ont sorti un bouquin sur ce jeune Rino de la Negra qui était arrêté, il faisait partie du groupe Manoukian. Et il était arrêté, donc exécuté au Mont-Valérien en 1944 avec le groupe Manouchian. Et, et donc on va adapter le bouquin en bande dessinée. En essayant de jouer justement sur ce rôle d'un jeune de 19-20 ans, excellent professionnel, hein, qui a été amené à avoir, c'était entre guillemets le Mbappé de l'époque, euh, et, et qui, parallèlement au football, le soir ou à un certain moment, menait des attentats avec le groupe Manouchian. Donc il y a cet album qui va être mis en route là, enfin j'ai commencé un petit peu déjà à travailler dessus. Et puis un autre album, mais qui sera peut-être une collection, alors là toujours autour de l'art, avec, ce sera des nouvelles de 10, 12, 15 planches maximum, je pense. Noir et blanc, j'ai commencé aussi à en faire. Donc sur une œuvre, connue ou pas, et donc un artiste, et aussi un musée. Donc l'idée, enfin ce que je vais faire, c'est donc je choisis l'œuvre, je l'introduis dans une nouvelle, dans une histoire de fiction. C'est pas quelque chose de pédagogique hein, sur l'œuvre. C'est vraiment une histoire où l'œuvre va être dans le décor, enfin, où va être aussi un acteur de l'histoire, et sous forme de nouvelle. Et, et donc, à la fin de chaque nouvelle, il y a une page ou deux où je présente une photo donc, de la vraie œuvre, hein, puisqu'on la verra qu'en dessin dans les nouvelles. Il y a une photo de l'œuvre, un petit topo sur l'œuvre en question, un petit topo sur l'artiste qui l'a réalisé, et un petit topo sur le musée où elle se trouve. L'idée aussi, c'est de faire découvrir aux gens. Quelquefois, on voit des choses ou des œuvres, on passe à côté et on ne sait pas. On ne voit pas et on dit, on ne sait pas que c'est un tel, tiens, quelquefois un nom important de l'art ou de l'histoire de l'art. Et donc l'idée, c'est un petit peu ça aussi, de déclencher de la curiosité, puis de l'intérêt à des choses qui font partie de la culture, et puis soit de l'esthétique, de la beauté, etc. Monsieur Bontemps, avez-vous un rêve? Alors, est-ce que j'ai un rêve? Non, j'en ai plein. Mais là, non, des rêves, c'est pas des rêves en fait, c'est des envies, comme là, par exemple, les prochains bouquins, euh, c'est des envies et puis des plaisirs quand ça se réalise, hein. Euh, le petit bouquin, là, celui-ci, quand je l'ai vu hier, parce que je sais pas, enfin, j'avais une idée, je savais qu'il allait avoir cette forme-là, mais quand on le découvre, et puis qu'on l'a entre les mains, quoi, parce que là, il y a, euh, je sais pas, j'ai bossé dessus pendant 4 mois à peu près, sur la table à dessin pour faire tous les dessins, là. Euh, et donc, quand on arrive au bout et puis qu'on a ça, euh, donc c'est pas vraiment des rêves, mais si ça peut continuer, si je peux en faire d'autres, Rino de la Negra, les nouvelles sur les musées, donc c'est des envies, des plaisirs. Donc je ne sais pas si on peut appeler ça des rêves, mais en tout cas, si ça peut se poursuivre et continuer, c'est bien. Merci beaucoup, Monsieur Bontemps, pour ce exclusif interview et puis de nous présenter votre magnifique bande dessinée. À bientôt. Bon ben, merci Sarah pour cet entretien. J'espère que j'ai pas été trop long et assez clair dans mes réponses. Et oui, pas trop long et pas trop bavard. Et ben, écoute, je te remercie et puis peut-être à bientôt. Et puis à un prochain bouquin. Au revoir.